And now, it's time. Last but not least, the last chapter of Bangarang. Donc, on est un petit peu dans la merde, hein, on est dans le bunker, etc. Et en fait, pour ce dernier chapitre, j'avais envie de faire que les lecteurs s'en occupent un petit peu du dernier chapitre. Et du coup, j'ai fait un sondage. En gros, ils votaient la fin. Évidemment, ce n'était pas du tout le cas. En fait, si je faisais ça, c'était pour avoir un petit peu plus de temps pour... parce que le chapitre 20, je l'ai sorti 3 semaines après le chapitre 19. Et si je l'ai sorti avec autant de retard, ce n'est pas parce que je manquais d'idées. Au contraire, je l'écrivais bien avant la fin du vote. Au final, en fait, j'ai fait un mélange de tous les votes. C'était assez drôle. Si je mettais autant de temps, c'était pour que Laetitia, si tu m'entends Laetitia, coucou! Donc une demoiselle du forum qui est suisse, est en avant-première le dernier chapitre de Bangarang. Et en fait, elle m'avait beaucoup soutenue. Bon, il y avait Danette aussi qui m'avait beaucoup soutenue et qui lisait... Enfin, que je forçais à lui lire les chapitres de Bangarang. Et je crois que le pire, ça a été quand elle a lu la suite, la pauvre. Estelle m'avait beaucoup soutenue et m'avait donné l'idée de le faire en livre, mais en livre relié sur Bookelys. Et elle dit, bah écoute, je t'offrirai un exemplaire parce qu'en fait, comme je voulais vraiment offrir le dernier chapitre à Laetitia et que je savais pas comment le faire, et ben, je voulais l'imprimer, mais je trouvais ça moche. Et c'est grâce à Estelle qu'au final ça a été relié et tout ça. Donc j'ai attendu de remettre tout ça sur PDF, de faire une commande de Bangarang, de recevoir la commande et que Laetitia reçoive le livre pour mettre en ligne le chapitre 20. Donc ça a mis pas mal de temps et Laetitia était très contente et moi aussi j'étais très contente et Danette aussi était très contente, donc voilà, c'était la joie totale. Et du coup, voilà le fameux chapitre 20 qui a pas plu à tout le monde, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus et je peux comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il se passe pas tant que ça de choses par rapport aux autres chapitres. Il n'y a pas de grandes révélations, il n'y a pas de grandes actions, il y a du suspense, mais ça c'est parce que je suis une sadique professionnelle. Donc voilà, ne soyez pas trop déçus par ce chapitre final. Ça a été un plaisir de le faire et puis voilà, c'est parti. Francis commençait à avoir mal aux fesses ainsi qu'à ses poignets attachés, mais il évitait de se plaindre. Les 3 imbéciles qu'il avait kidnappés voulaient jouer à ni oui ni non, et ça ne le rassurait pas trop sur les événements qui allaient suivre. Parce que sérieusement, comment convaincre des têtes vides que tuer, c'est pas cool. Il était sûr que ces mecs-là pourraient le massacrer ni par envie, ni par sadisme, ou même par obligation, mais juste parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Francis ne pouvait s'empêcher de lorgner sur leur stock d'armes pas très loin de la sortie, pour qu'il, pluriel, ne s'y approche pas. Pour l'instant, il voulait se faire discret pour qu'il l'oublie, au moins jusqu'à ce que le visiteur vienne. Enfin, s'il vient. Non pas que Francis doutait de sa gentillesse, mais il avait sans doute des priorités plus... prioritaires. Il n'était pas l'homme le plus important de l'univers, Francis. Il se doutait bien que le Sauveur préférait s'occuper de l'humanité du futur plutôt que son insignifiante existence. Du coup, à chaque minute qui passait et qui l'approchait de plus en plus de l'heure fatidique, il se mettait en tête qu'il ne survivrait pas. Au moment où il se demandait ce qui lui manquerait le plus dans son ancienne vie, un brouhaha monstrueux se fit entendre derrière la porte du bunker qui ne cessa de tambouriner. Des coups de feu et des craquements d'os parvinrent aux oreilles de Francis, qui vit les balourds d'un seul coup se relever et sortir en même temps de leur bunker. La porte se referma brusquement derrière eux, mais Francis put entendre un « Hé, regardez les mecs, c'est le Sauveur !» Il poussa alors un gros soupir de soulagement, qui se bloqua lorsqu'il entendit un bruit derrière lui. Il tourna légèrement sa tête et vit qu'une des dalles du mur bougeait pour au final se détacher et laisser apparaître un trou béant. En sortit alors Tess. « Hé, salut toi Tess, qu'est-ce que tu fous là ?»« C'est simple, je suis le plan de notre ami commun. »« Comment ça ?» Tess lui expliqua. Le visiteur avait réussi à trouver une carte des souterrains qui indiquait aussi des passages secrets reliant les bunkers entre eux. Encore une facilité scénaristique, je suis désolée. Le passage du laboratoire avait été bloqué après quelques travaux, mais il connaissait une autre entrée. Lorsque Mathéo est arrivé, il a pu dégager les gêneurs et ainsi mettre sur pied l'idée du visiteur. Pendant que les renforts lui attiraient l'attention des balourds, Tess libérerait Francis par l'autre sortie, ni vu ni connu, aucune représaille.
Mathéo avait accompagné la jeune fille jusqu'au tunnel, puis est parti rejoindre ses amis. Il ne fallut pas longtemps à Tess, qui avait une bonne mémoire visuelle, pour retrouver son chemin. « Et tu es venu me sauver, malgré le danger ?» demanda-t-il pendant qu'elle desserrait les liens. « Bah oui, on n'allait pas te laisser là. Puis tu sais, ce n'est pas si dangereux que ça. C'est quand même noble de ta part. » Enfin, Francis put se mettre debout face à Tess. Il massa ses poignets tout en sautillant d'un pied sur l'autre, et regardait alternativement ses pieds et le visage de Tess, un peu gêné. « Eh ben, merci. » Puis, un peu gauchement, il l'embrassa. Pas une pelle gratos, non. Un léger baiser au bord des lèvres, comme s'il avait visé la joue tout en lui prouvant que ce n'était pas qu'un simple bisou. Comme un enfant qui a peur d'embrasser tel un adulte. Comme s'il voulait simplement effleurer son cœur avant de savoir si elle le lui offrirait ensuite. Mais assez de lyrisme pour aujourd'hui. Je suis très nulle pour ça en plus. Non mais des trucs d'ado d'accord, mais eux ils sont peut-être presque adultes, donc je suis pas très douée pour ça, voilà. Mais si quelqu'un peut faire un fanart de ce moment, je serais très heureuse. Tess rougit légèrement tandis que Francis ramassait les affaires que les ballots lui avaient piquées, et qui ont été évidemment bien amochées. Puis elle se frotta le front sous le coup de la chaleur. Pendant que Francis ne put résister à l'envie de voir comment tout se déroulait au niveau du hall d'entrée, Tess, de ses mains immaculées, souleva de nouveau la brique et dit à voix basse. « Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on se tire !» Mais Francis avait déjà ouvert légèrement la porte, et ils entendirent le visiteur. « Je suis prêt à tout. » Oh merde. La main du visiteur ne tremblait pas, et il regardait droit dans les yeux le balourd qui lui tenait tête. Ce dernier n'avait réellement pas conscience qu'il pouvait mourir en un clignement de l'œil, ne prenait pas au sérieux les menaces du visiteur, et tirait même un sourire comme si sa vie n'avait aucune importance. YOLO. Je te préviens, dit le visiteur. Dernière chance. Je compte jusqu'à 3, et si tu ne te rends pas avec tes petits camarades, j'appuie. Oh, le petit sauveur, j'ai peur. Vas-y, fais-moi voir à quel point tu as des crojones. Enfin, s'il t'en reste. Les mecs, fit Raph. Il va pas le faire quand même, demanda Constance. Je le connais depuis plus longtemps que vous, répondit Mathéo. Mais je ne sais pas. Eh ben vas-y, tire, je n'attends que ça. Soit je vivrai et je ferai de votre vie un enfer, soit tu me tues et tu seras la preuve de ta déchéance. Oh, déchéance, très joli mot qui ne va pas dans la bouche de ce ballot. Tu as vraiment un problème, marmonna le visiteur. Oui, mon problème c'est toi. Tu prétends te préoccuper de nous, mais mes potes et moi, on en a marre de vivre dans ce taudis, et on ne voit aucune évolution. Tu as échoué, sauveur. Arrête. Donne-moi une machine. Je suis sûre que je serais capable de mieux m'en servir que toi. Les mecs, refit Raph. Les écoute pas, fit Mathéo en posant une main sur l'épaule du visiteur. Tu vaux beaucoup mieux que ces types. C'est ce que tu as pensé lorsque tu as rejoint les missionnaires? C'est ce que tu as pensé quand Judith était morte? Hein, Mathéo? Attends, c'est toi, Mathéo? Fit le balourd. Les 3 balourds s'échangèrent quelques regards en sifflant entre leurs dents, ce que je ne sais pas faire. Ouah, le mec de la rouquine! Si je m'y attendais! Qu'est-ce que tu fous avec lui? C'est pas à cause de lui que ta copine est morte? Qu'est-ce que... Qui vous a dit ça? Les rumeurs circulent vite dans les souterrains. Et entre nécrophiles aussi. Y a pas que les rumeurs qui circulent vite! Oh, je suis désolée, c'est horrible. Pardon, on continue. Les mecs, redit Raph. Rejoins-nous, Mathéo, fit le plus petit des balourds. Tu n'auras aucune règle, aucune obligation. Tu pourras vivre comme un roi et foutre un gros coup de pied au cul à ce gars qui t'a empêché de sauver ta chérie. On pourrait même s'acheter une taverne, fit le plus grand. Non, fit Mathéo, j'ai autre chose à faire. Et ce gars, comme vous dites, est mon ami. Je ne mérite pas votre amitié. Ni à toi, Mathéo, ni à personne d'autre, disait le visiteur en regardant successivement Mathéo, Constance, Raph et Henri. Arrête de dire des conneries, fit une voix derrière nos 3 balourds. Ils se retournèrent et virent Tess, une arme à chaque main, parce que oui, tout d'un coup elle n'a plus mal à l'épaule. Pardon. Qu'elle pointait sur les 2 autres débiles du bunker. Francis était pas loin, mais pas trop près non plus, faut pas déconner. Une barre en fer à l'épaule. Mais qu'est-ce que tu fais, Tess? Fit le visiteur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes tirer sur cette personne? Tu sais ce que j'ai fait, tu sais que j'en suis capable. Uniquement quand il n'y a pas d'autre moyen. Ça ne change rien. Ça change que tu n'es pas un meurtrier. Les mecs, fit Raph en appuyant sa main contre son nez. Tu n'es pas un meurtrier, tu ne le seras jamais. Maintenant, pose ton flingue. C'est ta grand-mère qui l'ordonne. Ce ne sera pas toi qui tireras sur ces idiots. Pourquoi? Parce que tu es un héros. Tess pointa une de ses armes sur le médium des balourds. Mathéo fit de même. Le visiteur ne bougea pas. Puis il y eut un déclic. Au loin, un bruit de détonation se fit entendre. Je vais arrêter là.
Les deux balourds étaient pâles comme la mort. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Le pire était évidemment la tête du médium, la cible de tous. Mais une seule balle s'était figée dans le mur en béton, juste à côté de la porte du bunker. Le balourd médium était méconnaissable, le visage défiguré par la peur, du sang coulant le long de son cou. Les poils hérissés, et il sembla même aux visiteurs que quelques-uns de ses cheveux avaient viré au blanc. Pour sûr, voir sa vie défiler devant ses yeux ne devait pas être un super spectacle. Surtout la sienne. C'était quand même pas une raison pour crier comme ça. Épuisé, le visiteur colla une baffe à ce prétentieux, ce qui arrêta immédiatement son cri de fillette. Encore une fois, interruption, je suis désolée. Il fut si secoué qu'il en tomba par terre. Les deux autres, toujours sous le choc et sous la menace de Tess qui les avait de nouveau en joue, ne bougèrent pas. Mais vous êtes complètement malade, fit le médium. Ben oui, j'ai dû choper un truc dans les couloirs, dit Raph. Un éternuement, un foutu éternuement. Depuis tout à l'heure, Raph essayait de les prévenir qu'il avait très envie d'éternuer, mais personne n'avait fait attention. En même temps, il se passait des choses plus graves. Du coup, quand il a fait son atchoum, c'est tellement dramatique, son atchoum retentissant, cela a surpris le visiteur qui, sans le faire exprès, a appuyé sur la gâchette. Accident bête. Coup de chance pour le médium. Comme le visiteur a sursauté, la balle n'a pas traversé son cerveau, mais lui a fait un gros trou dans son oreille gauche. Idéal pour un piercing tribal, ceci dit. Une oreille gauche qui se mit alors à saigner. L'homme mit la main sur ce qui restait de son appareil auditif. « Mais vous êtes vraiment cinglé, j'ai failli mourir !»« Tu cherchais un peu, non ?» dit Mathéo. « Vous êtes prêt à nous suivre à la prison des missionnaires maintenant ?» fit Constance. « Oui, tout ce que vous voudrez !» Les trois ballots relevèrent les mains pour bien montrer qu'ils se rendaient, et les renforts de Constance les attachèrent avec des menottes. Tess lâcha ses armes. Oh putain, c'est pas facile à dire. Tess lâcha ses armes et fit le signe de la victoire aux visiteurs. Ouais, fuck les trois balourds, on a gagné! Un cortège marcha alors en direction des bureaux avec en premier nos trois balourds, surveillés par des agents armés, suivis par Constance et Mathéo qui discutaient à propos des missionnaires. Ensuite le visiteur et Henri, ce dernier soutenant son ami en le tapotant l'épaule, puis Tess et Francis qui se tenaient timidement la main sans rien dire. Raph fermait la marche, silencieux, plongé dans ses pensées en fixant le sol. Au bout d'un moment, Tess se retourna vers lui et lui demanda suffisamment doucement pour que personne d'autre ne les entende. « Tu l'as fait exprès d'éternuer, avoue-le. »« Je vois pas de quoi tu parles, » marmonna-t-il tout en continuant de fixer le sol. En passant, ils croisèrent des habitants de 2550 qui virent le visiteur et le pointèrent du doigt en disant « Hé, regardez, c'est le sauveur !» Le visiteur gêné se cacha au dos d'un missionnaire, mais cela ne l'empêcha pas d'entendre des applaudissements. Il releva la tête et vit que beaucoup l'applaudissaient, le sifflaient d'admiration. À ce moment-là, il ne se vit pas comme porteur d'espoir, mais comme quelque chose de plus grand. Il avait réussi. Je pense que là, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il avait vraiment sauvé une vie, et là, il voyait vraiment qu'il avait sauvé, donc c'est pour ça qu'il sent une véritable victoire. Il se retint pour ne pas pleurer. Une fois arrivés, les balourds furent envoyés en prison. Raph partit rejoindre Michel et Constance amena Mathéo au bureau des recrutements. Et oui, au final, Mathéo est recruté par les missionnaires. Ah quelle cocasse coïncidence! Les autres retournèrent au bureau d'Henri afin de récupérer la machine et de rentrer à la maison. Mais avant, ils eurent une petite surprise. Le scénario de ce qui aurait dû se passer le jour de ton accident, il est terminé, dit Henri à Tess. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'ordinateur disait. Si Tess n'avait pas eu son accident avec ses parents, voilà ce qui se serait passé. Tout d'abord, ils seraient allés aux courses, et là-bas, ils auraient rencontré une personne qu'ils n'avaient pas revue depuis longtemps. Vous êtes tellement content de revoir cette personne que vous décidez de rattraper le temps perdu en l'invitant à boire un verre. Cette personne, qui s'appelle Emma, amènera avec elle son fiancé Benjamin, avec qui vous vous entendrez super bien, et vous parlera alors de sa folie à propos du beurre de cacahuète. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je m'en souviens même plus. Et du coup, Tess voudra tester ce produit qui est difficilement trouvable en France. Mais Benjamin va lui donner une adresse sur Paris pour en acheter en grande quantité. Dis donc, fit le visiteur, niveau coordination des temps dans un récit, ton ordi est pas très au point. Oui, voilà, je me suis facilité la tâche, genre, ouais, c'est l'ordinateur, si le ton est pas très précis. On s'en fout, c'est pas le plus important, répondit Henri. Voilà, exactement, c'est pas le plus important. Du coup, Tess va aller à cette adresse acheter son premier pot au beurre de cacahuète pour au final détester ce produit en le goûtant dans la rue juste en face. Elle se demandera alors quoi faire avec tout ce beurre car elle détestait gaspiller et se retrouvera en face d'une friperie.
Elle se dit qu'elle demandera aux gens qu'elle croisera s'ils aiment le beurre de cacahuète, et si quelqu'un répond positivement, elle lui offrira le pot. Après de nombreux refus, elle abandonna l'idée et profita d'être dans la friperie pour trouver des vêtements. Elle trouvera alors un super t-shirt Batman pour homme, mais qu'elle voudra absolument. Ouais, parce que fuck le fait que ce soit pour homme, hein, on va pas se mentir, moi j'achète des t-shirts pour homme. Sauf que quelqu'un d'autre avait lorgné sur ce t-shirt, et ils se disputèrent longtemps afin de savoir qui l'aura. Mais ils finirent par s'entendre si bien qu'au final ils arrivèrent à un accord. What? Ils achèteraient tous deux le t-shirt et l'auraient une semaine sur deux. Les mecs se connaissent même pas. Viens, on partage un t-shirt. Allez! À force de se voir pour échanger le t-shirt, ils tombèrent amoureux pour finir ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Waouh! C'est mignon, fit Tess en regardant tristement Francis. Oh ben, on se demande pourquoi elle le regarde tristement, hein. Et donc c'est avec ce gars que j'aurai des enfants qui auront des enfants qui auront des enfants, et un de ces enfants de ses enfants sera notre Clodo du futur préféré? Exactement. Et il s'appelle comment, l'homme de ma vie? Genre préparé, tu sais, genre, bon bah faut que je le trouve maintenant. Vous comprenez bien que Tess aime beaucoup trop le visiteur, et comme elle est sûre et certaine que si jamais elle accepte pas le fait d'être avec cet homme, eh ben le visiteur s'arrêtera d'exister. Si vous avez bien suivi. Enfin, comme d'hab, hein, après vous pouvez poser des questions sur les commentaires de la vidéo. Et il s'appelle comment, l'homme de ma vie? C'est tellement pastel là. Francis Aster. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête pour inventer des noms pareils. Tout le monde eut le souffle coupé. Faut dire que la coïncidence était... Enfin, une coïncidence? Oh, c'est le destin! Vraiment? Oh, c'est la scénariste surtout. Tess se retourna vers Francis. Ton nom de famille, c'est... Asté. Je m'appelle Francis Asté. On était destinés à se rencontrer alors. Destin! Et alors, simultanément, avec un gros sourire, elle dit trop cool! Waouh! On est des amants du destin. On allait forcément tomber amoureux. Parce que oui, là, non, là, si c'est pas clair, précis et net, oui, ils sont amoureux. Mais alors, ça voudrait dire que, dit Henri en vérifiant sur son écran tactile. Oui, c'est ça! La faille est complètement refermée. C'est vrai? Oui! Plus de cauchemars, plus rien entre vous, plus de Big Bang. Je peux donc le toucher? À la limite du raisonnable, bien sûr. Et, sans que le visiteur ait eu le temps de réagir, Tess sauta dans ses bras et lui fit le câlin le plus tendre, le plus doux qu'il n'ait jamais reçu. Enfin, son petit visage dépourvu alors de griffures et de cicatrices contre l'épaule de notre héros, elle dit calmement « Je suis fière que tu sois mon descendant. » Le visiteur la serra plus fort dans ses bras et se mit à pleurer. Le visiteur salua Tess et Francis en secouant les bras. Tess et Francis, qui main dans la main, disparurent le long d'une rue de Paris de 2013. Il avait déjà déposé Raph chez Stella qui leur avait proposé un café qu'ils ont refusé. Puis il retourna au bureau d'Henri où il retrouva aussi Constance et Mathéo. Alors, demanda Constance, alors quoi? Vous allez faire quoi? Vous savez que vous pouvez nous rejoindre. Mathéo vient de le faire. C'est super, Constance, dit le visiteur en souriant à Mathéo. Vraiment super, mais je n'aime vraiment pas être coincé dans un bureau. Je préférerais rester dans les souterrains et aider un maximum de gens sans forcément passer par le voyage dans le temps. Annuler des catastrophes ne résoudra pas tout. Mais vous allez rester dans notre monde? Je ne peux pas rentrer chez moi. En fait, je crois que mon monde n'existe plus. Tout le monde s'en doutait en voyant que vous n'étiez pas parti. Ouais. Je cherchais un moyen de rentrer, mais je vais peut-être devoir me mettre dans l'idée que c'est impossible. Alors je vais rester et aider le plus de monde possible. Parce qu'il pense pas que ce soit possible de refaire comme son monde d'où elle venait. Hein. Il pense pas que ce soit possible. Putain, les voyages dans le temps, c'est tellement chiant. Pour écrire des trucs de science-fiction sur les voyages dans le temps, faut vraiment, je pense, être carré par rapport à l'idée qu'on se fait. Voyage dans le temps, c'est pour ça qu'en soi... je trouve que ce qu'a fait François Descraques était vraiment pas mal. Je trouve que c'était... Il y a vraiment... C'est décalé, mais dans le sens où c'est soigné dans le décalage. On voit que c'est un petit peu le bordel, mais il y a une logique dans ce bordel-là. Si je suis vraiment un héros, alors je dois me comporter comme tel. Vous êtes toujours sûr de ne pas devenir l'un des nôtres? Oui. Je vais éviter d'impliquer d'autres personnes dans ces histoires. On a changé la vie de beaucoup trop de gens. Mais évidemment, si vous avez besoin de moi, je serai là. Constance s'approcha et lui tendit la main. Une main que le visiteur serra un peu gauchement. Mathéo lui tapota l'épaule et Henri le serra dans ses bras. Mais plus calmement que d'habitude, il y avait du monde. Là, ce serait audiovisuellement parlant un moment où une chanson de Florent Dorin passe en bande originale.
Je choisis My Way to Go. Le visiteur tapota quelques chiffres dans sa machine et fut téléporté dans le bunker qui lui servait de chambre, car il avait quitté l'ancien laboratoire d'Henry depuis longtemps. Un matelas dans un coin, un seau à caca dans l'autre, un robinet et un bureau étaient son seul mobilier. Au-dessus du bureau, un immense tableau avec une frise était accroché. Frise qui allait de 2010 à 2550. Raturé par certains endroits, enjolivé par des post-it et des photos, c'était un joyeux bordel qui représentait le but ultime du visiteur du futur. Puis il se tourna vers son lit. Sur le mur, il y avait des photos. Beaucoup de photos. Le visiteur avait le chic pour voler quelques images chez les gens qu'il visitait, sans qu'ils s'en aperçoivent. Il y avait des photos de Raph et Stella, des photos de Matteo, des photos de Tim et Léo, des photos de Judith, des photos de ses amis plus jeunes, voire bébés, des dessins même. Un dessin d'une citoyenne après qu'il lui ait raconté son rêve d'être un renard en string, des gribouillis du visage de Henry. Il avait des anciens croquis du robot pour construire le casse-sabot, des prospectus du Matteo garde du corps en freelance. Il scotchait ses petits bouts de papier, ses petits bouts de souvenirs sur ce mur décoloré. Là, un dessous de verre de la péniche Antipode. Plus loin, des anciennes affiches de la Hero Academy. À cette époque, personne ne croyait en lui et il s'en foutait. Il n'avait pas le sens des responsabilités. Mais maintenant, le visiteur fouilla dans ses grandes poches de son manteau et sortit un exemplaire du roman que Raph écrivait. Sans que ce dernier s'en aperçoive, le visiteur avait imprimé les premières pages. Il avait déjà lu quelques passages et ça l'avait fait rire et pleurer, c'était pas normal. Et ce qui l'avait surtout touché, c'était que Raph avait avoué trouver qu'il était un homme bien. Malgré ses doutes et ses craintes, il croyait toujours en lui, et ce jour-là, le visiteur avait découvert qu'il n'était pas le seul. Il y avait peut-être les citoyens de 2550, mais il ne savait rien sur ce qu'ils faisaient. Tess le savait, mais le visiteur pensait qu'elle était influencée par les rêves qu'elle faisait. Mais Raph, Constance et Matteo, surtout Matteo, ne pouvaient pas les décevoir. Il posa le tas de feuilles agrafées sur son bureau et continua à fouiller. Enfin, il tomba sur ce qu'il cherchait. Il ouvrit le tiroir du bureau, prit le scotch, arracha un morceau et colla le petit bout de papier qu'il venait de retrouver sur sa collection de photos. C'était Tess. Elle souriait. C'était à une époque où elle ne connaissait pas encore le visiteur, où aucune des vies n'avait été chamboulée. Le visiteur se rappela de ce que lui avait dit Tess à propos de son autre monde, une théorie qu'il avait du mal à imaginer. Selon elle, il viendrait d'un monde qu'il aurait lui-même créé. Le soi-disant bug était prévu par... quoi, le destin ? Car le monde, que dis-je, l'humanité, n'aurait jamais pu évoluer aussi bien s'il n'y avait pas eu quelqu'un pour les empêcher de faire des conneries. Le monde parfait d'où viendrait le visiteur n'a donc jamais su qu'un homme a voyagé dans le temps pour tout réparer. C'est une boucle temporelle, il n'y aurait pas d'univers parallèle en fait. Voilà pourquoi le visiteur ne peut plus rentrer chez lui. Il y est déjà, mais c'est lui qui doit tout reconstruire. Ce n'est pas la fin du monde tel que nous le connaissons, c'est le commencement. Le visiteur se gratta la tête tant il y réfléchissait. Il serait la raison pour laquelle l'homme a fait avancer la science sans se détruire. Lui qui serait la cause de cet endroit idyllique. Il laissa échapper un petit rire nerveux avant de prendre la direction de la sortie afin de marcher le long des couloirs souterrains, à la recherche d'un homme qui aurait son visage. Un homme qui n'aurait pas eu la même vie que lui. Un homme qui ne saurait même pas qu'il a un double d'un autre univers. Un homme qui ne serait pas à moitié défiguré. Maintenant, dans ce monde-ci, Tess a des descendants. N'empêche, avait-elle dit au visiteur, si ma théorie est juste, s'il n'y a qu'un seul monde, cela voudra dire que tu ne te retrouveras jamais face à mon véritable arrière-petit-fils, vu que c'est toi. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Down in the morning you are hurting. So that's the thing you gotta get. I'm on my way to go. Living today.